Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du Grand Prix de Denain. On va revenir sur cette course pavée, sur cette course dans le Nord, avec notamment Roglic. On parlera également d'Adrien Petit. On fera pas de bilan des bleus parce qu'il y avait quand même beaucoup de bleus. On fera top et flop seulement pour éviter que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la course. Et puis, on peut parler également de coureurs qu'on aurait raté, que j'aurais raté lors de ce débrief. On commence tout de suite avec une course que j'ai trouvée assez... de toute façon, c'est une course pavée, donc c'est toujours intéressant. Il y a eu un beau suspense. Je pensais pas quand même que Roglic arriverait à tenir autant le rythme dans le final. Voilà, il s'en est plutôt bien sorti. Moi, je considère que les coureurs qui ne sont pas venus ici au Grand Prix de Denain, il ne faudra pas qu'ils se plaignent au mois de juillet quand il y aura l'étape des pavés sur le Tour de France. Parce que c'est bien de s'entraîner sur les pavés. Ok. Rien ne remplace la course. Rien ne remplace ce fameux phénomène d'accélération avant les secteurs pavés et puis on va dire un peu de relâchement à la sortie des secteurs pavés. Il n'y a rien qui remplace la course. Et moi, je suis assez émerveillé qu'aussi peu de leaders soient venus sur le Grand Prix de Denain alors que les pavés de Roubaix, on les aura là, on les aura à Paris-Roubaix et on les aura nulle part ailleurs. Je rappelle qu'il y a quand même une sacrée différence entre les pavés de Roubaix et les pavés des Flandres. Et encore, sur ce Grand Prix de Denain, on avait quand même plutôt des pavés propres. Hein. Et sur le Tour aussi, on aura plutôt des secteurs. Bon, il y aura un ou deux secteurs compliqués, mais ce n'est pas les secteurs les plus difficiles. Mais ça permettait de s'entraîner, de se préparer, encore une fois, parce que la reconnaissance des pavés, tout le monde la fera, c'est intéressant, mais vous n'avez pas la confrontation. Vous ne roulez pas en peloton. Et ça, je trouve que c'est une erreur, parce que rouler en peloton sur les pavés, c'est atypique comme manière de faire. Vous pouvez pas mettre vos roues où vous voulez quand vous êtes dans un peloton, alors que quand vous êtes en reconnaissance, vous mettez vos roues où vous voulez. Donc je pense que voilà, qu'il n'y ait que Martinez et Yates et Vingegaard qui soient venus sur cette course, je suis assez surpris quand même. Je trouve ça même assez incompréhensible. Donc vraiment une belle course, voilà, avec un beau final, bon, un sprint, mais un sprint en petit comité, un vainqueur. Alors un peu surpris si on n'a pas vu la course hier de Nokere Korseux, mais c'est vrai que voilà, vu ce qu'il a fait hier sur Nokere Korseux, il pouvait être performant au Walscheid. Et puis voilà, on a eu également du Niki Terpstra. Voilà, ça a été une course assez intéressante. Il y a pas mal d'informations quand même à en tirer sur cette course du Grand Prix de Denain. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Max Walscheid, le coureur allemand de la Cofidis, le vainqueur du jour, Max Walscheid, qui a fait un sacré sprint, hein, vraiment, voilà, il a fait du bon boulot, mais encore une fois, comme la veille à Nokere Korseux, où il avait été également très performant, c'est quand même une victoire importante pour Cofidis. Alors vous allez me dire, ça apporte pas beaucoup de points au classement World Tour, oui, mais il y a une symbolique. Le Grand Prix de Denain, c'est la course de Coupe de France qui se déroule dans le Nord. Cofidis, c'est le Nord de la France. Voilà, il y a une symbolique qui est importante pour cette équipe autour de cette course et de Paris-Roubaix, où je crois que leur meilleur résultat sur Paris-Roubaix, c'est 6e. Je ne sais plus si c'était Sénéchal Petit qui avait fait 6 ou 7. Je crois que c'était Sénéchal qui avait fait 6e ou 7e dans Paris-Roubaix, et je crois que c'est le meilleur résultat de Cofidis. C'est une équipe voilà, qui doit... qui a eu peu de résultats, on va dire, sur son territoire. Et Walscheid, voilà, il fait une très bonne course. C'est lui qui accélère un moment à 65-70 bornes de l'arrivée pour commencer, on va dire, à un peu accélérer dans le peloton. Là, je me suis dit, c'est pas mal de faire ça. Alors, vous allez me dire, il a bouffé du vent à ce moment-là, mais je me suis dit, c'est pas mal parce que ça permet de voir s'il a les bonnes jambes ou pas. Et surtout, si ça peut permettre de faire des cassures, c'est pas plus mal non plus. Et en sachant que Walscheid, il n'était pas forcément... alors, il y avait une équipe intéressante pour Cofidis, mais il y avait quand même Tom Bolly, Carvalho, Yele Wallace,
était en difficulté hier. Donc voilà, Wildchild, il m'a fait une belle impression aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il a fait vraiment un beau sprint. C'est intéressant aussi parce que dans la hiérarchie des sprinters chez Cofidis, on voit qu'il n'y a pas que Brian Cocard aussi dans cette hiérarchie des sprinters qu'il faudra compter avec Wildchild. Et ils sont peut-être passés devant Simone Consoni et un Chimolai qui pour l'instant est peu présent. Donc voilà, une belle victoire pour Max Wildchild. Alors c'était pas un gros sprint massif, il n'y avait pas forcément tous les grands leaders du sprint international, mais voilà, c'est toujours important de gagner des courses et surtout une course comme celle-là qui a été difficile. Primoz Roglic. C'est intéressant. Alors moi, je pensais qu'il allait quand même bien passer les pavés, Primoz Roglic. Enfin, je sais pas. Je trouvais qu'il a un gabarit quand même. C'est pas un coureur qui est très filiforme. Roglic, quand vous le regardez, c'est pas le coureur qui est le plus léger. C'est pas un David Gaudu. Roglic, il a déjà un gabarit un peu supérieur à David Gaudu en termes de poids. Et je me suis dit, forcément, il a un haut du corps qui est quand même plus développé qu'un grimpeur, on va dire, traditionnel. C'est quand même un bon rouleur. Je rappelle champion olympique du contre-la-montre. Je me suis dit, il va quand même bien s'en sortir, je pense. De là, quand même, à animer autant la course dans le final, à être quasiment le coureur de Jumbo le plus en vue, parce que c'est vrai qu'en dehors de lui, chez Jumbo, on a un David Decker qui est 51e. Donc c'est le premier coureur même à l'arrivée, il est 36e, c'est le premier coureur de l'équipe. Mais il a été vraiment impressionnant. Il a fait du très bon boulot. Alors bien entouré aussi, parce que c'est vrai que la Jumbo l'a quand même mis aux avant-postes. Mais si on regarde chez Jumbo, Vingegaard n'a pas fait aussi bien, par exemple. Et ça va être également à prendre en compte, notamment au niveau de la hiérarchie de l'équipe, parce que quand on voit un Vingegaard 75e et un Roglic 36e, forcément Vingegaard il va s'inquiéter un petit peu, parce que l'étape des pavés va avoir son importance sur le prochain Tour de France. Il y aura du kilométrage en pavé sur le prochain Tour de France aussi, faut le prendre en compte. Donc voilà, du côté de Primoz Roglic, c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui de se retrouver aux avant-postes devant David Decker, Vingegaard, voilà, dans sa formation. Et puis surtout, il a animé la course. Il a fait vraiment du bon job. Donc voilà, très bonne course. Et du côté des leaders, c'est celui qui s'en sort le mieux. Même si Daniel Felipe Martinez est un petit peu mieux classé au général, il faut le noter. Il finit dans le temps du peloton. Mais je considère que c'est celui qui a fait la meilleure course aujourd'hui, Roglic, des favoris pour le Tour de France. Terpstra, en plus, j'ai décidé de mettre, donc on est à -4 désormais pour Total Energy. Du côté de Terpstra, ça fait du bien de le revoir un petit peu aux avant-postes. Alors même si c'était une échappée, même si vous allez me dire que voilà, il se fait lâcher dans le final et qu'il termine très loin, mais c'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu Niki Terpstra aux avant-postes et autant en présence sur une course pavée. Est-ce que c'est le passage au vélo Specialized ? Il faut savoir que ses meilleurs résultats, il les a obtenus sur des vélos Specialized avec cette fameuse fourche avec une suspension à l'intérieur. Donc est-ce que c'est cela ? C'est grâce à ça qu'il a retrouvé un petit peu des sensations. On lui a donné aussi un peu plus sa carte aujourd'hui que sur d'autres épreuves. Alors malgré tout, c'est un petit plus, Je mets en plus parce que ça fait depuis tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu faire quelque chose en course. Niki Terpstra, il était quand même assez loin partout. Là, j'ai trouvé qu'il avait plutôt un bon coup de pédale. C'était puissant sur les secteurs pavés. Moi, j'ai bien aimé la journée de Niki Terpstra, et bon, ça montre qu'il est encore capable de faire des petites choses dans un peloton, parce que c'est vrai que ça fait depuis 2 ans qu'on l'a très peu vu. Niki Terpstra, ça fait partie des échecs, de la Total Energy. Mais là, aujourd'hui, c'était plutôt pas mal. Voilà, il a joué sa carte. On peut noter également Sandy Dujardin qui finit 6e. Il accumule les belles performances depuis le début de saison. Un bel recrue de Total Energy
Sandy Dujardin qui a été sur le Tour du Rwanda il y a quelques jours. Donc voilà, c'est plutôt très bien ce qui se passe du côté de ce coureur, de cette équipe Total Energy depuis le début de saison. Mais voilà, j'avais envie de notifier le retour un petit peu aux avant-postes de Niki Terpstra. J'ai mis Adrien Petit, bien entendu, troisième. Adrien Petit, coureur qui passe cette année chez Intermarché, qui a fait du boulot pour Christophe sur pas mal de courses, qui est un coureur qui vient du Nord et qui a toujours été performant sur ses courses dans le Nord. Voilà, on sait que c'est un coureur de Roubaix. Ça fait partie des coureurs qui n'ont pas eu de très grands résultats, on va dire, en dehors de Paris-Roubaix et en dehors de Paris-Roubaix. C'est vrai que si tu regardes sur le Tour des Flandres, Adrien Petit, à part dans ses grandes années, c'est un petit peu moins bien parce que c'est un très grand gabarit, 1m88, 80 kg. C'est pas un gabarit tout léger. C'est là où il a été le plus performant parce que sur le Tour des Flandres, son meilleur résultat, Tour des Flandres, ça ne va pas m'être indiqué. Tac, tac, tac. Abandon. 46e, 26e et 26e. Donc voilà, il n'a pas eu forcément les très grands résultats sur le Tour des Flandres. Alors, Paris-Roubaix, je rappelle qu'il avait fait 9 en 2017 notamment. Donc voilà, c'est un coureur qui a toujours aimé Roubaix, qui a toujours souhaité être performant à Roubaix. Et donc forcément, c'est des pavés qui lui conviennent très bien. J'avais mis parmi mes favoris hier lors de la présentation de la course. Eh bien, il ne m'a pas déçu, Adrien Petit, avec un beau sprint. On ne l'avait pas vu sprinter depuis le début de saison. Enfin, ça me semble... je n'ai pas souvenir de l'avoir vu sprinter depuis le début de saison. Donc voilà, c'est intéressant de le voir dans ce registre-là, parce que autour de Christophe, pour l'instant, on a souvent mis Pasqualone, mais il ne faudrait quand même pas négliger Adrien Petit pour lancer Alexander. Christophe est également un bon sprinter de ce côté-là. Et puis, je termine avec Narvaez. Belle course de Narvaez, là aussi présent dans le dernier kilomètre, il a attaqué. On peut noter également le bon travail de Magnus Sheffield, également du côté de chez Ineos, avec aussi la 28e place quand même de Daniel Felipe Martinez. Ineos qui a été à l'attaque, avait décidé d'emmener une équipe plutôt pour préparer ses leaders. Alors Adam Yates n'est pas venu, peut-être un problème physique pour Adam Yates, ça n'a pas été communiqué pour le moment, peut-être un problème de bronchite. Il y a quand même beaucoup de bronchite depuis le début de saison, depuis 2-3 semaines, on a un enchaînement de bronchite. Alors est-ce que ce sont des cas de Covid maquillés ou des véritables cas de bronchite ? Et dans ce cas-là, il faudrait s'en inquiéter. Mais du côté d'Ineos, voilà, on a tenté d'animer la course. On a eu un grand enchaînement une belle formation, on va dire, autour de Narvaez, notamment quand il y a Sheffield et Ben Turner qui roulent ensemble. Sheffield, en passant, assez impressionnant parce que coureur qui est très jeune, Magnus Sheffield, et qui lui aussi fait plutôt des bons résultats depuis le début de saison. Et il est très en vue. Je trouve que Ineos a fait du bon boulot aujourd'hui. Daniel Felipe Martinez qui finit 28e aujourd'hui. Il prend aussi dans la hiérarchie Ineos, je le dis toujours, mais là il prend vraiment un avantage sur un Yates, sur d'autres, parce qu'on voit qu'il passe bien les pavés, ce qui était peut-être pas forcément si sûr que cela. Et puis donc Narvaez, il montre qu'il est en forme, il montre qu'il est performant sur les courses pavées, et qu'il faudra compter sur lui dans les épreuves à venir. Peut-être dès demain, vendredi, il y a une course en Belgique que je ne débrieferai pas pour des raisons de temps. Je débrieferai Milan-San Remo, je ferai la présentation de Milan-San Remo à la place, la Classica Primavera, et le débrief également de Milan-San Remo. Donc demain, on ne parlera pas de la course en Belgique, tout simplement. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, j'ai mis Pascal Ackermann. On aurait pu se dire Ackermann, c'est peut-être plus une course dans ses cordes qu'hier Nocturne-Corseux il fait 9e. Ça a été encore moins bien pour Ackermann, donc ça montre bien que les pavés c'est pas sa tasse de thé au cours allemand, c'est pas un truc qu'il apprécie. Il abandonne même la course Ackermann. Comme Alexis Brunel qui avait fait un début de saison retentissant, et puis depuis quelques courses Alexis Brunel il est un peu rentré dans le rang.
Mais du côté d'Ackerman, voilà, c'était intéressant de le voir sur ces courses-là. Mais on comprend bien que c'est pas un spécialisé pavé. J'espère qu'il n'a pas été recruté même pour être performant sur les pavés, parce qu'on voit bien qu'il y a des limites dans ce domaine-là, et c'est vraiment une limite de technique pavée, parce que là c'est de la technique pure sur Roubaix. Il n'y a pas de montée, donc c'est pas dû à, on va dire, à la grandeur de son gabarit. Et du côté d'Ackerman et du UAE, c'est peut-être le seul domaine où UAE n'a pas une équipe performante. Ce qui est surprenant, UAE est présent dans tous les domaines, mais c'est vrai que les courses pavées, UAE n'a jamais été très bon. Alors il y a Trentin, on va dire, mais en dehors de Trentin, d'un ou deux autres coureurs, c'est vrai qu'on peut voir quand même les limites de UAE dans les courses flandriennes. Et là, on voit qu'avec Ackerman, c'est pas suffisant. Encore une fois, Ackerman, c'est un pur sprinter. Un pur sprinter et pas forcément bon sur Paris-Roubaix. Boonen n'était pas vraiment un pur sprinter. Si on étudie bien, Boonen était très bon en sprint. Il a eu des très grandes années en sprint, mais c'était pas seulement un sprinter. Il passait aussi bien les petites bosses, Boonen. Je me souviens notamment d'une victoire à Nevers sur un Paris-Nice où il avait été impressionnant avec Gerd Stigmans. Alors que Ackerman, on est vraiment sur le sprinter pur et dur à la Petacchi, voilà, qui est un serial winner, mais qui n'est pas un coureur de pavé. Petacchi n'a jamais été bon sur les pavés, donc il faut. Enfin voilà, je comprends pas trop la stratégie du AE de l'emmener. Pourquoi ne pas avoir pris Trentin? Après, il y a aussi Milan-San Remo, donc c'était peut-être ça le problème. Mais dans ce cas-là, tu ne viens pas sur ce type de course, surtout si tu n'emmènes pas tes leaders, parce qu'ils n'ont pas emmené Pogacar, ils n'ont pas emmené je sais pas, d'autres coureurs montagnards pour se tester un peu sur les pavés, pour travailler sur l'équipe qui ira sur le Tour de France. Ça aurait pu permettre, voilà, d'affiner un petit peu la start list autour de Pogacar sur ce Tour de France. Bon, dans ce cas-là, je vois moyen l'intérêt, en fait, très clairement, du AE d'être venu sur cette course. Je continue avec Groupama, qui a couru à contre-temps. Bram Welten finit 10e, mais on a quand même des coureurs qui ont roulé. Ils se sont complètement fait avoir par Roglic et Ineos. Ça, c'est clair et net. Ils sont passés totalement à côté de ce coup-là. Donc, ils ont énormément roulé. Mais ça n'a pas suffi avec un Bram Welten qui doit se débrouiller dans le final un peu seul. Je trouve qu'en termes de stratégie, ils ont un peu raté leur coche. Groupama, ils m'ont déçu. Arkea aussi un petit peu en passant. Mais Groupama, je trouve qu'ils sont passés à côté de leur course. Il y avait de quoi mieux faire. Il y avait en plus une belle formation. La Danius qui a été performant sur Nocureux, Lewis Haskell, Samuel Watson qui a également été performant sur Nocureux. Donc il y avait également Fabian Linard qui est pas mal en tant que rouleur. Donc Clément Davis c'est un peu plus limité. Mais j'ai pas vraiment compris leur stratégie. Ils roulent, mais l'échappée avait déjà 20 secondes, 30 secondes d'avance. Donc voilà, ils ont dû cravacher énormément, sauf que je me suis dit à ce moment-là, quand ils roulent, c'est pas forcément à eux de rouler, parce que bon, Bram Welten, c'est un bon sprinter, mais c'est pas le meilleur. Il faut laisser la poursuite à peut-être d'autres équipes, voilà. Et ils ont décidé de prendre la course en main à ce moment-là. Alors pour moi, ils n'avaient pas la plus grande formation. Et ça n'a pas, enfin voilà, le résultat il est je dirais décevant. Mais de toute manière, Bram Welten, bon, il visait un top 5, il visait pas beaucoup mieux sur cette course-là. Là, il fait 10e. Mais encore une fois, du côté de chez Groupama, je sais pas trop ce qu'on a fait. Et Groupama qui est quand même, je trouve, décevant en ce début de saison. Surtout, alors, plus que décevant, inconstant en ce début de saison. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques bons moments. Je pense notamment à Thibaut Pinot sur Tirreno. Voire Stephen Kung également qui a pu être performant. Mais je trouve que c'est vraiment trop irrégulier. Il y a des courses où ils passent complètement à côté et ça, voilà, c'est assez surprenant le début de saison de Groupama. Encore une fois, ils mettent vraiment beaucoup de temps à embrayer.
Alors eux, ils ont de la marge, vraiment beaucoup de marge par rapport au classement UCI, mais je suis assez surpris du fait qu'ils aient démarré piano sur cette saison 2022. Puis je termine avec Labora, inexistant comme la veille, et un seul coureur à l'arrivée, c'est Martin Nas qui finit 77e. Gamper, Postelberger, Archbold, Waldscore ont tous abandonné. Bon, Nils Politt, ça m'étonnerait qu'il gagne une grande classique cette année, vu la faiblesse de son équipe, quoi. C'est très faible, hein, cette formation, avec un Jordi Meus qui est également malade. Mais un seul coureur à l'arrivée, si tu sais que tu n'es pas performant sur les pavés, tu ne vas pas sur une course pavée. T'es pas obligé de faire toutes les courses du calendrier. Enfin, il y a un moment, quand tu es une équipe World Tour, tu peux décider de ne pas aller sur telle ou telle course parce que tu sais que tu n'as aucune chance de t'imposer. Movistar ne va pas sur le Grand Prix de Denain. Voilà. Et pourtant, Movistar a peut-être, avec Garcia Cortina et 2-3 autres coureurs, a peut-être un peu plus de cartes que la Bora qui vient sans Nils Politt. Bon, Jordi Meus malade. Mais on a vu que Jordi Meus sur les pavés, c'est pas non plus une réussite pour le moment. Donc ouais, quel est l'intérêt de venir si on sait qu'on n'est pas hyper performant sur ce type de course? Laisse l'invitation à une autre formation. Voilà, je pense qu'il y a d'autres formations de deuxième division qui auraient voulu être présents sur cette course-là, et tu leur piques peut-être une invitation alors que bon, bah, tu n'es pas performant sur ce type de course, et ça n'avait pas l'intérêt de venir. Parce qu'encore une fois, tu viens sans ton leader. C'est Nils Politt, le leader de la Bora. Sur les courses pavées, il y aura peut-être Sam Bennett également, qui sait passer les pavés. On l'avait vu l'année dernière, notamment à Gand et Guelghem, je crois me rappeler. Mais là, là, c'est ridicule quoi, en termes de résultats. Et ça fait 2 jours d'affilée qui sont assez inexistants, parce que la veille, déjà, par l'échappée de Postelberger, ça n'avait pas été vraiment une réussite du côté de la Bora. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, présentation de Milan-San Remo sur la chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!